Et si le plus grand contrat de votre vie ne concernait pas des entreprises, des chiffres ou du pouvoir, mais l'amour que vous avez passé toute votre vie à essayer d'éviter? Marc avait tout: la richesse, le prestige, le contrôle absolu. Mais un soir, un regard égaré sous la pluie va tout changer. En proposant un marché à un inconnu sans rien, il n'aurait jamais imaginé qu'il s'engageait dans son propre destin. Du silence glacial d'un manoir au cri de 3 cœurs battant en même temps, cette histoire prouve que l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables, même lorsqu'il est interdit sur le papier. Mais est-il possible d'aimer quand tout est construit sur des clauses? Découvrez-le maintenant, car certaines décisions, même froidement calculées, ont le pouvoir de changer toute une vie. La pièce est plongée dans le silence, à l'exception du bruit lointain de la pluie qui tape sur la vitre. Marc regarde la ville à travers la fenêtre panoramique de son bureau, un verre de whisky intact à la main. Les lumières de la métropole dansaient dans des reflets dorés, mais dans ses yeux il n'y avait que du vide. Ce n'était pas l'absence d'objectif ou de réalisation, c'était autre chose. J'ai tout, sauf quelqu'un qui dit « papa » en toute sincérité. Il a dit cela comme quelqu'un qui signe une phrase. Le majordome, qui se tient discrètement près de la porte, n'ose pas l'interrompre. Il était habitué à voir son patron en pleine possession de ses moyens, mais cette phrase résonnait différemment, comme si elle ne sortait pas de sa bouche, mais de ses tripes. Marc se leva et se dirigea lentement vers la bibliothèque. Il regarda les livres d'affaires, les trophées, les vieilles photos des réunions importantes. Tout était catalogué, aligné, propre, tout froid. Le monde le vénérait, mais aucun des visages souriants sur les photos ne représentait quelque chose de durable. Pas de famille, pas de racines, juste des contrats. Il s'assit à nouveau et ouvrit le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvait un cadre avec une vieille image de sa mère lui tenant la main lorsqu'il était encore enfant. Il toucha le verre. Elle est partie et a emporté avec elle la dernière personne qui m'a aimé sans rien attendre en retour. L'idée est venue comme un murmure, un héritier, un fils, mais sans les risques de l'amour, sans promesses fragiles, ni alliances affectives. Un lien de sang, c'est tout. Une graine qui porterait son nom, son essence, et dont il s'occuperait avec le même dévouement que celui avec lequel il a bâti son empire. Mais pas de liens sentimentaux. Marc sortit sa tablette et commença à faire des recherches sur les cliniques de fertilité, les agences de dons, toutes les alternatives qui n'impliquaient pas d'affection. Chaque option semblait représenter un risque émotionnel potentiel, jusqu'à ce qu'une idée audacieuse lui vienne à l'esprit. Et si je trouvais quelqu'un en dehors du système, quelqu'un qui n'a rien et qui est prêt à accepter n'importe quoi en échange de la sécurité et du confort? Un plan commence à se dessiner. Rationnel, objectif. Il sera l'architecte de sa propre continuité, sans surprise. Je ne veux pas de femme, je ne veux pas d'amour, je veux un fils. C'est tout. Il se leva à nouveau, fermement. Il se dirigea vers le balcon. La pluie s'intensifiait, lavant les bâtiments comme pour effacer quelque chose. En bas, la ville restait impassible, bruyante, vivante. « Il est temps de faire quelque chose de vraiment à moi », murmura-t-il, « mais à ma façon. » Derrière lui, le majordome s'approcha prudemment. « Monsieur, voulez-vous que je prépare la voiture pour demain ?» Marc sourit d'un geste presque imperceptible. « Oui, demain sera un jour différent. » Il se retourne, regarde une dernière fois la ville avant d'éteindre les lumières. Le silence ne le dérange plus. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait un but. Froid, calculé, mais quand même, un but. Ce matin-là, le ciel est encore gris lorsque Marc monte dans sa voiture. Le chauffeur attendait en silence, et il se contenta de faire un geste de la main. Il n'avait pas de destination précise, il voulait juste rouler dans la ville, regarder des visages inconnus, s'immerger dans le chaos urbain qui contrastait avec l'ordre de sa vie. Il devait trouver quelqu'un. Pas n'importe qui, mais quelqu'un prêt à faire un marché inhabituel. La voiture glisse sur les rues humides. Les vitres embuées donnent à la ville un air de rêve lointain. Marc fixe chaque coin de rue, chaque abri improvisé, chaque personne invisible aux yeux du monde. Puis, au feu rouge d'une avenue très fréquentée,
Il l'aperçoit. Une jeune femme debout sous la marquise d'un magasin abandonné. Cheveux mouillés, yeux bleus orageux. Elle s'est approchée de la voiture d'un pas hésitant et s'est arrêtée près de la fenêtre. Avec une expression mêlant fatigue et dignité, elle tendit la main. « Y a-t-il quelque chose qui puisse me redonner de l'espoir » demanda-t-elle, la voix rauque, presque engloutie par le bruit de la ville. Marc la dévisage. Ses yeux ne demandèrent pas l'aumône, ils demandaient l'existence, et cela le désarme une seconde. Le feu a changé. Il détourna le regard, accéléra. « Je ne peux pas me déconcentrer maintenant » se dit-il. Mais ses yeux sont restés. Même après avoir tourné 2 fois le coin de la rue, le visage de l'inconnu était toujours là. Une expression s'est ancrée dans son esprit avec une force qui a défié sa froide logique. « Arrêtez la voiture !» Le conducteur le regarda dans le rétroviseur. « Monsieur, reculez, maintenant !» La voiture tourna autour du pâté de maison. Marc chercha anxieusement, essayant de retrouver ce regard. Des minutes passèrent avant qu'il ne la revoie, marchant à petits pas, se protégeant de la pluie avec un morceau de carton. Il baisse la vitre. « Entrez, pas de question. » La femme hésite. « Je ne suis pas ce genre de femme, si c'est ce que vous pensez. » « Vous pensez vraiment que je serais intéressé par quelqu'un comme vous pour ça ?» réplique Marc sans changer de ton. « Vous ne risquez rien. Maintenant, montez ou continuez à marcher et passez une autre nuit dans la rue. » Elle resta immobile quelques secondes, le regard défiant. Mais quelque chose dans sa voix parlait plus de survie que de résistance. Finalement, elle monta dans la voiture et ferma lentement la portière. Le silence les enveloppa pendant quelques pâtés de maison. Marc l'observait du coin de l'œil. Elle était jeune, mais le temps passé dans la rue lui avait fait perdre des années. Sa respiration était contenue et ses doigts tremblaient légèrement. « Tu ne m'as pas demandé pourquoi je t'avais amené ici. Cela n'a pas d'importance. Plus rien ne me surprend. » Marc s'est adossé à son siège. « Alors peut-être êtes-vous prête à entendre quelque chose qui va changer votre vie ?» Elle le regarda avec un mélange de suspicion et de curiosité. Il soutint son regard pendant quelques secondes. « Je veux vous faire une offre. » Anna enfonça ses doigts dans le tissu usé de son pantalon, tandis que la voiture roulait dans les rues en silence. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle se trouvait là, dans une voiture de luxe, à côté d'un homme, dont la froideur semblait aussi solide que le marbre. La proposition résonne dans son esprit depuis qu'il a prononcé ces mots sur la banquette arrière. « Je veux vous faire une offre. » Ils arrivèrent à un manoir, entouré de hauts murs et de silence. En entrant, le contraste est saisissant. Du monde rugueux des trottoirs au marbre poli, du froid des nuits sans toit à la chaleur suffocante d'une maison où le temps semblait figé. Marc la conduit dans un grand salon. Sans formalité, il lui indique le canapé. Il s'assied en face d'elle, croise les jambes et commence comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. « Je vais être direct. Je ne veux pas de femme. Je ne veux pas d'amour. Je veux un fils, un héritier. » Anna hausse les sourcils. « Vous voulez que je sois votre femme pendant 9 mois ? Non, insémination artificielle, rien de physique entre nous, un contrat, sécurité totale, soins médicaux, nourriture, vêtements, et, à la fin, une somme généreuse. Tu peux recommencer ta vie où tu veux, gratuitement. » Elle le regarde fixement. « Vous essayez d'acheter une vie. Cela ressemble plus à la location d'un utérus qu'à un contrat. Vous avez raison. C'est exactement ce que c'est. Un accord, propre, rationnel. Pas de fausses promesses. »« Et pourquoi moi ?» demande-t-elle, la voix ferme malgré sa nervosité. Il y a des milliers de façons d'y parvenir avec des agences, des cliniques, des femmes avec des CV, des plans de santé, des diplômes. Parce que vous n'avez rien, et c'est pour ça que tu n'as rien à perdre, et parce que vos yeux ont dit quelque chose que le reste du monde a tu. Anna baisse le regard un instant. Un tremblement presque imperceptible parcourt ses épaules. Elle était habituée à être invisible, mais là, même si c'était pour une raison étrange, quelqu'un pouvait la voir. « Et si je disais oui ?» murmura-t-elle. « Allez-vous me transformer en couveuse de luxe et me renvoyer avec un chèque ? Oui, mais avec dignité et la liberté. »
Anna rit, sarcastique. Vous parlez de liberté comme si vous saviez ce que c'est que de vivre sans elle. Marc se penche en avant. Voulez-vous mourir invisible sur un trottoir ou vous réveiller un jour en sachant que vous avez transformé votre douleur en avenir? Elle croise les bras. Le monde lui avait déjà tout pris. Sa famille, son pays, son identité. Cela pourrait être le pont vers une nouvelle chance, mais ce n'est pas tout ce qui la préoccupe. C'était lui, la froideur, le manque d'âme dans ses paroles. Pourtant, quelque chose dans sa voix lui donnait envie d'en savoir plus. « J'accepte, à une condition. » Marc arqua un sourcil. « Allez-y. Si un jour je sens que je ne peux plus continuer, tu me laisses partir, sans poser de questions. Pas de dette, pas de chasse à l'homme. » Il sourit pour la première fois, même si ce n'était encore qu'un geste répété. Il sourit pour la première fois, même s'il s'agissait encore d'un geste répétitif. Prépare-toi, Anna. Ta vie vient de changer. Les premiers jours au manoir furent comme une marche sur du verre. Anna se réveillait au son des pas feutrés de l'équipe, au parfum discret des fleurs fraîches et au silence oppressant des couloirs impeccables. Rien n'est familier, mais tout est fonctionnel. Des vêtements neufs, une chambre à soi, des repas servis à l'heure. Le confort est absolu et le froid absolu. Marc garde ses distances. Tous deux ne se voient qu'à l'occasion de rendez-vous médicaux et d'entretiens avec des avocats. Le contrat est signé en silence. Pas de célébration, pas de toast, juste des stylos qui glissent sur le papier. Anna, malgré sa stabilité soudaine, se sentait comme un objet précieux conservé dans une vitrine. Elle passe des heures à la bibliothèque, l'un des rares espaces où elle se sent libre. Elle lisait des livres qu'elle trouvait par instinct, essayant d'occuper son temps et d'apprivoiser ses pensées. Un jour, alors qu'elle feuillette un vieux roman, elle entend sa voix. « Je ne savais pas que tu aimais lire. » Surprise. Elle se retourne. Marc est adossé à la porte, décontracté mais attentif. J'ai appris à aimer la solitude. Les livres parlent quand le monde est silencieux. Il entre et s'approche des étagères. La solitude est surfaite. Elle ne semble confortable que parce qu'elle n'exige pas de réponse. Anna le dévisage. Et vous, Marc, avez-vous déjà été aimé sans avoir à payer pour cela? Le silence qui suivit fut lourd. Il ne répond pas tout de suite. Il se dirigea vers un fauteuil, s'assit et croisa les bras. L'amour est un luxe, un risque que je ne me suis pas donné le droit de prendre. Ou une peur que tu n'as jamais affrontée, rétorque-t-elle en posant le livre. Il y avait là un étrange moment de connexion, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Les yeux de Marc vacillèrent un instant, puis il détourna le regard, recomposant sa posture. « Comment vous sentez-vous? Un malaise ? À part le fait d'être enfermé dans un château de marbre avec quelqu'un qui ne sourit pas, même par accident? Je vais bien. » Il sourit. « Vous êtes plus vive que je ne l'imaginais, et tu es plus humain que tu ne le prétends. » Elle se leva, ferma le livre et s'approcha de lui. Il s'arrêta devant elle. « Je n'ai peut-être pas de diplôme, Marc, mais je sais reconnaître la douleur quand je la vois. » Il lève les yeux, surpris par son audace. « Je ne suis pas ici uniquement parce que j'ai pris votre argent. Je suis ici parce que, d'une certaine manière, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de moi aussi. » Marc reste silencieux. Pour la première fois, il sentait qu'il y avait là quelque chose que l'argent ne pouvait expliquer. Anna se retourna et quitta la bibliothèque, le laissant seul avec l'écho de ses paroles. Cette nuit-là, Marc resta des heures dans son salon, le regard dans le vide. Quelque chose en lui avait été touché. Il détestait l'admettre, mais cette présence inattendue lui manquait. La lumière du matin pénètre dans la salle de consultation alors qu'Anna est allongée sur le brancard, le gel échographique froid étalé sur son ventre. Marc était à côté d'elle, raide, les bras croisés. Le médecin réglait l'équipement avec le calme de quelqu'un qui a déjà fait cela 1 millier de fois. Pour Anna, c'était tout nouveau. Pour Marc, ce n'était qu'un élément de plus à vérifier. « Voyons comment les choses se passent ici », dit le médecin avec un sourire professionnel.
Le moniteur s'est mis en marche et le son des battements de cœur a envahi la pièce comme un battement de tambour au ralenti. Les yeux d'Anna s'écarquillent. Marc se pencha, les yeux fixés sur l'écran. « Est-ce que c'est… » demande Anna, la voix tremblante. Le médecin sourit, pointant l'écran du doigt. « 1, 2… » aux 3 battements distincts. Anna porte la main à sa bouche. « 3 » ? Oui, ce sont des triplés. Le silence qui suit est absolu. Marc, qui était jusque-là un pilier de froideur, expire lentement. Cela change tout. Anna regardait toujours l'écran, les larmes aux yeux. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent. De la peur, de la joie, de la confusion. Tout cela à la fois. « Ils vont bien ?» réussit-elle à demander. Parfaitement synchronisés. C'est rare, mais très prometteur. Ils sont en bonne santé. Marc recula de 2 pas et s'appuya contre le mur. Le monde tournait à une autre vitesse. Il n'avait jamais prévu cela. Un enfant, un seul, 3 cœurs, 3 vies, 3 versions de quelque chose qu'il ne savait même pas comment gérer. « Tu penses toujours que ce n'est qu'un contrat ?» demanda Anna en le regardant droit dans les yeux. Il ne répondit pas. Il s'est contenté de fixer l'écran, le son de ses battements résonnant dans son esprit comme des tambours de guerre. Là, pour la première fois, Marc a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. En sortant de la clinique, la voiture glissa dans les rues alors que le silence entre eux hurlait. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sans détourner le regard de la fenêtre. Anna tarde à répondre. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien eu. Maintenant, j'ai 3 cœurs qui battent en moi. C'est comme si je portais l'univers. » Marc acquiesce lentement. « Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais peut-être que c'est le destin qui te force à affronter la vie que tu as essayé d'éviter. » Il se tourne vers elle. « Tu crois vraiment que le destin existe ?» Elle a souri tristement. « Je pense que parfois, il nous place devant quelque chose de tellement plus grand que nous qu'il faut l'accepter. » La voiture s'arrêta devant le manoir. Marc sortit le premier, lui ouvrit la porte et l'aida à sortir d'un geste subtil, presque timide. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent pendant une brève seconde, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas de l'affection. C'était la reconnaissance que quelque chose de plus important était en train de se produire, malgré le contrat signé. « Faisons les choses bien », dit Marc. Anna acquiesce, les yeux encore humides. « Il le mérite », répondit-elle. Anna s'est réveillée avec un poids étrange sur la poitrine. Depuis des semaines, sa grossesse se déroulait sans encombre, mais ce matin-là, son corps se sentait plus fragile. Lorsqu'elle a essayé de se lever, un fort vertige l'a fait retomber sur le lit. Sa respiration est devenue courte. La pièce, autrefois silencieuse, semble maintenant tourner. Stéphanie, l'employée la plus proche d'elle au manoir, est entrée avec le petit déjeuner. Il lui suffit d'un regard pour mettre le plateau de côté et courir vers le lit. « Je vais appeler Monsieur Marc maintenant. » Non, ce n'est pas la peine, c'est probablement la fatigue. Mais Stéphanie était déjà en train de se dépêcher. Quelques minutes plus tard, Marc est entré. Il ne portait pas de veste, ses cheveux étaient un peu en désordre. Un détail qui, chez quelqu'un de si méticuleux, en disait long. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Anna essaie de sourire, mais son front en sueur la trahit. « J'ai juste eu un peu le vertige, c'est probablement normal. N'est-ce pas ?» Sans répondre, Marc s'approcha, s'agenouilla à côté du lit et toucha le front de la jeune femme du revers de la main. Le geste est étrange, intime, presque humain. « Tu n'es pas bien ?» Elle soupire. « Je suis enceinte de 3 êtres humains. Je pense que cela me donne le droit d'avoir une mauvaise journée. Je ne vais pas me disputer avec toi, mais je ne vais pas non plus te laisser comme ça. » Avant qu'elle ne puisse protester, Marc l'entoura de ses bras et la souleva avec précaution. Anna fut surprise, non seulement par le geste, mais aussi par la douceur avec laquelle il l'avait fait. « Marc, je peux marcher. Pas aujourd'hui. » Sur le chemin de la clinique privée installée à l'intérieur du manoir, Anna se tait. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir comme une mélodie étouffée. Elle sent son cœur battre plus vite, non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause de cette proximité inattendue. Dans la salle d'examen, le médecin les rassure tous les deux. Tout va bien. La tension artérielle est un peu basse, ce qui est courant. Recommandation, repos strict au lit pendant quelques jours.
Marc acquiesce, mais ne quitte pas Anna des yeux. De retour dans la chambre, il l'aida à s'allonger, arrangea les oreillers et, geste encore plus inhabituel, lui tint la main pendant quelques secondes. Elle le regarde avec surprise. « Tu me fais peur ? Moi aussi j'ai peur. » Anna sourit d'un air fatigué. « Tu parles comme si tu t'intéressais à moi. » Il a hésité. « Si je te touche, le contrat meurt. Et s'il est déjà mort ?» Marc ne répondit pas. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourne. « Si tu as besoin de moi, n'appelle pas Stéphanie. Appelle-moi. » La porte se referma lentement. Anna est restée là, l'écho de ses paroles vibrant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le début, elle ne se sentait pas seule. Et peut-être que Marc n'était pas si seul non plus. La pièce était baignée d'une lumière douce, tandis qu'Anna commençait à ranger ses affaires. Ses mains tremblaient en pliant soigneusement chaque vêtement, comme si ce geste pouvait retarder l'inévitable. Le contrat était clair. 90 jours après la naissance des bébés, elle devait partir. Et ce moment arrivera dans quelques heures. Les triplés dormaient dans leur lit doublé, enveloppés dans des couvertures blanches. Elle s'approche, caresse le visage de chacun, mémorise les traits, le bruit de la respiration, la chaleur. Elle voulait tout mémoriser. Parce que même si elle ne le voulait pas, elle le savait. Elle laissait des morceaux d'elle-même derrière elle. La porte s'ouvre. Marc entre en silence. Il observa la scène un moment avant de prendre la parole. « As-tu vraiment pris ta décision ? C'est dans le contrat. Tu te souviens ?» répondit-elle sans le regarder. Il s'approcha, les yeux fixés sur les lits de camp. « Nous pourrions renégocier. » Anna se retourne lentement. « Négocier l'amour maintenant, Marc ? Après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'amour que je propose. Alors qu'est-ce que c'est ? » Il hésite. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse toute faite. Il se dirigea vers la commode, ouvrit un tiroir et en sortit le contrat original. Il le lui tend. « Qu'est-ce que c'est ? La fin de tout ça. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Marc commença à déchirer le document, feuille par feuille, jetant les morceaux sur le sol. Anna reste immobile, le cœur battant la chamade. « Tu es fou, peut-être. Ou peut-être que je me suis réveillé trop tard, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. Marc, tu ne peux pas annuler ce que nous avons vécu avec un geste dramatique. Ce n'est pas juste un geste, c'est une demande, un cri. » Elle recula d'un pas. « Tu fais ça par culpabilité ? Je le fais parce que tu m'as appris à ressentir à nouveau. » Anna se couvre le visage de ses mains. Les larmes commencent à couler. « Tu ne peux pas dire ça maintenant, pas comme ça. Pas quand j'ai passé 3 mois à essayer de ne pas m'attacher, à essayer d'être forte, à me préparer à partir. » Il s'approcha, lui tint légèrement les poignets, abaissant ses mains. « Alors ne pars pas, reste, même si tu ne m'aimes pas, reste pour eux, pour toi, pour moi, si jamais tu le peux. » Elle le regarde avec des yeux larmoyants, sa voix n'est plus qu'un murmure. « C'est déjà le cas, et c'est ce qui me fait peur. » Marc la serre dans ses bras. Pour la première fois, sans calcul, sans défense, un geste simple, mais chargé de tout ce qui a été étouffé pendant des mois. Les bébés se mettent à pleurer en chœur, comme s'ils sentaient la vibration dans l'air. Anna rit à travers ses larmes. « Ils ne veulent pas que je parte. »« Moi non plus, » répondit-il. Elle appuie sa tête sur son épaule, les yeux fermés, et respire profondément. La fin du contrat n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose sans clause, quelque chose qui les effrayait, mais qu'ils pouvaient enfin appeler leur maison. L'aéroport est recouvert d'une légère brume lorsqu'Anna franchit la porte principale, portant une petite valise. Ses pas ne sont pas pressés, mais son cœur bat la chamade. Même si Marc avait déchiré le contrat, la douleur de la séparation pesait lourdement sur elle. Devant elle, un monde inconnu. Derrière elle, tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Elle s'arrêta un instant, regardant le panneau d'embarquement. Le nom de la destination clignote sur l'écran électronique. Un nouveau départ ou une fuite. « Tu crois que tu peux t'en aller comme ça ?» La voix résonne fort dans le hall. Anna se retourne lentement. Marc est là, avec les triplés dans les bras, enveloppés dans des couvertures colorées.
Les gens autour s'arrêtent pour le dévisager, mais il s'en moque. Il se contenta de la regarder. « Marc, que fais-tu ici? Tu m'as appris ce que le monde ne m'a pas appris depuis des milliards d'années. Et pourtant, tu t'en allais. » Elle déglutit. « Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et ça, il soulève un peu les bébés. Ils ne sont pas assez bien ?» Elle s'est approchée, a touché légèrement l'une des petites mains. « C'est juste que je pensais qu'il n'y avait plus de place pour moi. » Marc fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. Ses yeux sombres étaient maintenant vulnérables, dépouillés de leur froideur habituelle. « Reste, pas pour eux, pour nous. » Anna mit une seconde à répondre. Puis elle baissa les yeux et sourit, les larmes se formant lentement. « Je ne suis jamais parti, Marc. Pas une seconde. » Il lui a tendu l'un des bébés dans les bras et elle l'a tenu comme s'il s'agissait de son propre cœur. Le salon de l'aéroport a disparu. Il n'y avait plus de vol, plus de destination. Il n'y avait que cette scène. De retour au manoir, des semaines plus tard, les rires emplissent les couloirs. La routine est différente maintenant. Allaitement, pleurs, premiers mots. Entre chaque intervalle, des regards échangés, des silences partagés. Sur le balcon, par une après-midi dorée, Marc observe Anna avec les enfants sur ses genoux. Il s'approche doucement d'elle et s'assoit à ses côtés. « Tu sais ce qui me fait encore peur ?» dit-elle, sans quitter les petits des yeux. « Qu'est-ce qui me fait peur ? Nous avons failli nous perdre l'un l'autre à cause de la peur. » Marc lui touche la main. « Mais nous ne l'avons pas fait, parce que tu es resté, parce que j'ai eu le courage de le poursuivre. » Elle a appuyé sa tête sur son épaule, et ils sont restés là, bercés par le son de 3 cœurs qui grandissaient. Il ne s'agissait plus d'un contrat, ni d'un contrôle. Il s'agissait d'amour, celui qui défie les certitudes, et transforme même les hommes les plus froids. Marc chuchote « Veux-tu m'épouser, Anna ?» Elle sourit. « Je ne veux pas d'un mariage sur papier, je veux une vie entière. Alors nous l'aurons. » Et à cet instant, entre le passé qui n'avait plus d'importance et l'avenir qui naissait devant eux, ils ont su. Ils étaient enfin chez eux,